Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, avec Élise Lucet qu'on a retrouvée et Zoé de Bussière qui sont avec nous pour parler de ce numéro de Cash Investigation, égalité homme-femme, balance ton salaire. Je disais tout à l'heure, je n'ai pas lâché une minute, Gilles, vous aussi, c'est la séquence Oui, la séquence de début est formidable, où on imagine un monde de femmes, c'est-à-dire la femme est PDG, le chauffeur est une femme, l'assistant est un homme, le conseil d'administration n'est composé que de femmes. Et puis au moment où il faut embaucher quelqu'un. Ah, voilà, et on est surpris par ces images et on se rend compte qu'on est assez loin dans votre enquête de l'égalité salariale et qu'il y a, je vais employer un mot anglais, beaucoup de bullshit, beaucoup de cirque qui est fait autour de cette égalité salariale où on a, moi je l'ai vécu dans certaines entreprises, des observatoires de la parité et en fait il y a beaucoup d'arguments qui vont dans le sens où ça ne marche pas. Élise Lucet, vous avez été étonnée ou par tout cela? Étonné, en particulier oui dans le non, monde de la banque. Non, mais dans le monde de la banque, c'est particulièrement violent. Hein. Oui, non, mais j'ai envie de dire étonné, oui et non, parce que tout le monde est au courant qu'il y a un écart de salaire. En gros, il y a un écart de salaire d'un peu plus de 22% en France, et ça, et tous, on le sait, quoi. En gros, on a cette conscience-là. Malheureusement, j'ai envie de dire, malheureusement. En revanche, là où vous avez raison, le monde de la banque, 36% d'écart de salaire homme-femme, c'est pas possible. Enfin, on se dit non, c'est pas. On est au 21e siècle et aujourd'hui, se retrouver confronté à un tel écart de salaire et aussi à des blocages de carrière. Parce que ce que Zoé Bussière démontre aussi vraiment dans son enquête, c'est à quel point le fameux heureux événement auquel sont confrontées les femmes dans leur vie constitue un plafond de verre. C'est-à-dire que dans la banque, notamment, à chaque fois que les femmes ont un enfant, systématiquement, leur carrière est bloquée ou elles sont mutées dans une agence qui est moins prestigieuse. Et puis, pendant ce temps-là, les carrières des hommes ou qui ont exactement progressé en même temps qu'elles, ou même qu'elles ont formé, c'est ça qui est fou, progressent. Et donc elles voient ces hommes progresser dans l'échelle, monter petit à petit les marches, et elles sont bloquées régulièrement. Donc on se dit, c'est pas possible. Au XXIe siècle, alors que la loi sur l'égalité homme-femme a été à travail égal, salaire égal, 1972. C'est hallucinant. 1972, il y a quasiment 50 ans. Et c'est toujours pas appliqué. Et vous voyez par exemple que chez Natixis, 12 hommes embauchés en 2017, 0 femmes. Donc c'est pas des histoires anciennes, c'est-à-dire que c'est récent. Il y a encore ce blocage à engager des femmes. Il y a des témoignages, un en particulier qu'on vous laissera découvrir ce soir, qui est d'une violence incroyable. Il y a des choses qui se passent récemment. C'est pas il y a 10 ans, 15 ans. C'est là, c'est des pratiques qui ont beaucoup de mal à changer. Pardon, Gilles, je vous ai coupé la parole. Non, moi je voulais savoir, c'est vrai qu'on a eu la chance de voir le documentaire avant. Vous tapez beaucoup sur la caisse d'épargne et sur Natixis. Est-ce que c'est le cas dans les autres banques? Là, vous avez fait un focus pour la télé, mais est-ce que dans votre enquête, vous êtes aperçu que c'était général ou c'est spécifique à la caisse d'épargne? Alors non, ce qui se passe, c'est que effectivement, ce chiffre de 36% d'écart de salaire, c'est-à-dire le fait que les femmes gagnent 36% de moins que les hommes, ça c'est commun à tout le secteur bancaire. Ce sont les chiffres de la DARES, du ministère du Travail. Donc oui, effectivement, dans ce secteur bancaire-là, il y a de grandes disparités. Mais évidemment, dans ce 36%, il y a des réalités très différentes. C'est-à-dire que dans le travail d'agence bancaire, les inégalités de salaire existent, mais elles sont bien moins importantes que dans le secteur de la finance, où là, les postes les plus rémunérateurs, c'est ce qu'on montre sur la partie Natixis, sont occupés, comme les postes de trader, par exemple, majoritairement par des hommes. Parce que c'est un travail qui nécessite énormément de temps disponible et donc et puis souvent des études d'ingénieur en mathématiques, etc. Donc des métiers qu'on suppose plutôt masculins en fait. Et donc là, en fait, les disparités de bonus, de salaire sont telles évidemment que quand c'est que des hommes ou principalement des hommes qui occupent les postes les plus rémunérateurs, évidemment l'écart se creuse. C'est vous avez fait vraiment ce grand écart dans le secteur de la banque, c'est vraiment autour de la finance que ça se focalise.
Et puis vous avez fait un travail colossal, c'est-à-dire que vous avez pris 5 masters de plusieurs grandes écoles de commerce, 567 élèves pour voir ce qu'ils et elles étaient devenus. Exactement. C'est assez fascinant de voir qu'il n'y a que 23% des femmes qui sont diplômées et 13% uniquement en poste de direction. Là aussi, c'est vraiment sidérant. Ben, en fait, on s'est intéressé à cette notion dont tout le monde parle souvent quand on parle des inégalités entre hommes et femmes, c'est la notion de plafond de verre. Mais en fait, cette notion, même si on voit à peu près ce que ça recouvre, c'est difficile de le quantifier. Et donc, on a essayé de faire cet exercice sur ces secteurs de la finance. Donc, on a pris, c'est pas tous les masters les plus prestigieux, mais disons les 5 parmi les plus prestigieux. Ça a été un travail vraiment de données incroyables que j'ai évidemment pas fait toute seule. Je l'ai fait avec l'aide de ma collaboratrice Solène Patron et puis de stagiaires qui ont été super. Et c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que finalement, avec ces chiffres, une femme a 2 fois moins de chances à diplôme égal, donc à parcours égal, d'obtenir un poste de direction. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, la carrière est à peu près la même. Et puis, effectivement, très souvent, il y a un mariage des enfants et là, hop, voilà, la courbe se... La courbe ça vient de quoi ? Ça vient du fait que l'homme a été longtemps celui qui décidait de si la femme pouvait avoir un chéquier, les femmes n'avaient pas accès aux élections. Est-ce qu'on hérite de ça ? Ou est-ce que finalement l'homme n'a pas vraiment évolué et n'a pas envie de donner une place aux femmes ? Il serait temps que ça change. Non, on hérite de ça, Élise. Oui, on hérite de ça, mais il y a aussi autre chose qui est vraiment très intéressant dans l'enquête de Zoé, je trouve, et dans le numéro de Cache Investigation de demain soir, c'est qu'on découvre ce que c'est qu'un métier à prédominance féminine. Et là, on en a beaucoup parlé ces temps derniers avec la crise du coronavirus, c'est-à-dire qu'on a mis en lumière, et fort justement d'ailleurs, le travail des infirmières, le travail des aides à domicile, le travail des aides maternelles, tous ces gens qui sont dans ce qu'on appelle en anglais le care, C-A-R-E, porter attention aux autres. Et ben voilà, on considère que ça, pour une femme, c'est normal, c'est pas de la compétence professionnelle. Donc, toutes ces professions-là, elles sont dévalorisées. Ces professions-là, c'est quand il y a plus de 60% de femmes qui exercent ce métier-là. Et ben, ces professions-là, elles sont systématiquement dévalorisées parce qu'en fait, on considère que ces femmes-là, elles font ça, entre guillemets, naturellement. Ça fait partie de leur ADN. C'est génétique de bien s'occuper des gens. C'est pas professionnel. Et c'est vraiment intéressant de voir que aujourd'hui, il y a énormément d'infirmiers qui sont des infirmières, 88% des infirmiers qui sont des infirmières. Ben, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce métier a été dévalorisé. C'est-à-dire que dès qu'un métier est à prédominance féminine, il devient de fait dévalorisé. Et puis il n'y a pas aujourd'hui. Ce qu'on tire aussi de cette enquête, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique. La troisième partie, on va reparler des infirmières évidemment, mais la loi Zimmermann-Copé qui impose 40% de femmes dans les conseils d'administration, on se rend compte que elle n'est pas appliquée, qu'elle n'est pas contrôlée ni sanctionnée. Donc là, ça fait partie de cela aussi. C'est un problème de volonté politique. Quand on voit, Zoé de Bussière, que vous allez au Québec, où là, il y a eu des changements, en particulier pour les infirmières, ce serait possible aussi en France si on prenait ces questions à bras-le-corps. Élise Lucet. Oui, non, c'est assez formidable cet exemple québécois. Puis c'est aussi dans notre volonté, dans Cache Investigation, de montrer qu'il y a des solutions. Si effectivement, vous avez totalement raison, Valérie, s'il y a volonté politique, à ce moment-là, c'est possible. Globalement, pour donner un ordre d'idée aux téléspectateurs, à vos auditeurs, et je pense qu'ils vont faire un bond sur leur chaise, les infirmières québécoises ont été revalorisées de 5 500 € par an. Donc, vous vous rendez compte de ce que par mois, je dis des bêtises, Zoé, par mois, par an. Par an, 5 500 €. Vous m'avez fait douter tout à coup. Et donc, on se rend compte qu'à partir du moment où on fait en fait un travail de valeur égale et on commence à regarder très précisément quels sont les métiers, s'ils sont sous-évalués au niveau du salaire, et si on décide de remonter ces salaires de manière massive, et ce qu'a fait le gouvernement québécois et ce que va peut-être bientôt faire le gouvernement canadien dans son ensemble, parce que ça devrait être élargi à l'ensemble du pays, c'est possible. Donc ça veut dire qu'en France, si effectivement on prend les choses à bras-le-corps, c'est possible. Et ça va être intéressant de voir ce qui va se passer après cette crise sanitaire dans le milieu de l'hôpital et notamment pour les infirmières.
Alors Ouais, Valérie, parce que- ouais, je rassure nos auditeurs, Allez-y. il y a évidemment la fameuse séquence de Élise Oui. Lucet qui court après un dirigeant, patron. ça vous l'avez comme dans toutes les émissions. Et puis vous avez les affrontements également d'Élise Lucet face à la DRH de Natixis. En Ah fait, oui, moi c'est je un me grand demande à moment. chaque fois, Moi, je est-ce qu'ils demandais ont si elle allait raison se de mettre pas à pleurer. accepter Hein Je me demandais si elle allait se mettre à pleurer. Effectivement, Ah est-ce qu'il oui, vaut oui. mieux vous répondre ou pas? Parce que cette Ou séquence, pas. elle est terrible, Bah, effectivement. Elle est terrible écoutez, pour oui, elle. moi, vous savez très bien, je pense toujours que les gens qui fuient devant leur responsabilité face à une enquête solide comme l'enquête de Zoé, c'est calamiteux. Les téléspectateurs le prennent vraiment comme une fuite de responsabilité, comme une démission, et je pense qu'il faut effectivement mieux répondre, se préparer, ce qu'ils font, et a priori, Zoé de Bussière, qui a travaillé 1 an sur l'égalité homme-femme dans tous les secteurs, bon, elle en sait quand même normalement moins que les gens de Natixis, donc il faut qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils viennent répondre. Je pense que c'est le bon positionnement. Non, Vous mais savez, vous les les assassinez téléspectateurs, en Mais direct, enfin, Élise. oui, mais vous les assassinez. assassinez. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez plus d'arguments, Non, qu'eux. Ouais. on peut assassiner personne avec une question. Ouais. Vous savez, une question, Non, c'est mais- une question. Bien sûr. Nous, on n'est ni magistrat, ni juge d'instruction, ni quoi que ce soit. On fait une enquête, on accumule effectivement souvent des documents confidentiels et on va confronter nos questions à la possibilité en face pour le groupe en question, là il s'agit de Natixis ou pour l'homme politique ou pour le PDG, d'apporter ses propres réponses. Elle le dit d'ailleurs très franchement, qu'ils sont conscients de ça, notamment dans le milieu de la haute bien finance, sûr. et qu'ils ont tenté de mettre en place des process de recrutement où il y a plus de femmes dans ces métiers de la haute finance, mais on voit que c'est très compliqué, que ça prend beaucoup de temps. Et je pense qu'à un moment, si vous voulez, une enquête de cache investigation, ça peut être aussi un révélateur. Mais Pour c'était une ma entreprise. question, est-ce qu'il y a eu des changements suite à des enquêtes de cache investigation? Est-ce qu'il y a des numéros de cache investigation, des sujets sur lesquels ça a fait bouger des choses? Ah oui, il y en a eu pas mal, mais j'ai envie de dire que nous, il faut vraiment qu'on sache où on est bien positionné, c'est-à-dire qu'on est journaliste, on révèle des choses. Ensuite, aux citoyens et j'ai envie de dire aussi aux syndicats, aux différentes forces politiques, de s'emparer des révélations qu'on fait et puis de faire bouger les choses. Nous, on sait très bien où on est positionné. Notre boulot à nous, c'est vraiment de travailler pour tenter d'établir une vérité qui est souvent cachée dans des entreprises ou dans des groupes politiques ou dans des décisions politiques. Punto. C'est tout ce qu'on fait. Enfin, on fait ça et rien d'autre. C'est déjà un sacré boulot de service public à faire. Mais on sait très bien qu'on est positionné là. Après, il y a beaucoup de gens qui s'en emparent et qui font bouger les choses. Mais pour vous répondre, oui, un exemple tout simple. Au tout début, quand on a fait notre émission sur le jambon et le sel de nitrite, en l'occurrence toute la charcuterie qui était au sel de nitrite, on trouvait rien dans les rayons sans sel de nitrite. Bon, maintenant, vous vous baladez dans vos rayons de supermarché et vous trouvez partout du jambon sans sel de nitrite. Donc, c'était faisable. Ouais. On a un auditeur en ligne, on a un auditeur qui voulait vous poser une question. Christian, bonjour Christian. Oui, bonjour mesdames Bonjour. et monsieur, parce que je ne sais pas s'il y en a un. Bonjour. Si, Gilles. mais il en faut un quand même. Oui, quand même. Bon, dites-moi, je vous écoute avec intérêt depuis ce matin sur ce sujet, et j'étais en train de réfléchir, j'ai 65 ans, et je me disais que dans les années 70, déjà, on était en train de lutter pour que nos femmes aient des salaires équivalents à celles de nous, quoi, en fait. Hein. Donc, je trouve que ça commence à faire un peu long, et il serait vraiment bien de cibler les choses, parce que quand j'écoute, je trouve que c'est pas assez ciblé. En fait, les infirmières, les salaires des gens qui travaillent, en fait, ça ne vient pas de son conjoint ou de gens lambda. Ça vient du patronat, des gens qui ne payent pas les femmes à la hauteur des hommes qu'ils embauchent. Il faut vraiment cibler les choses, comme pour les politiques. Il y en a deux. C'est la politique, n'est-ce pas? Donc pour les mairies, et puis effectivement, si pour les infirmières, ce sont des patrons, ce sont des gens. Ça s'adresse à des gens bien ciblés. Parce que j'écoute et j'ai pas l'impression d'entendre ça, voyez-vous. Donc je me suis dit, j'appelle parce que j'ai l'impression d'entendre que, par exemple, bon, moi je suis à la retraite, ma femme aussi, mais de me dire que ça serait moi éventuellement ça vient qui des hommes et pas des patrons, en fait. C'est ma ça femme votre de gagner idée. la même chose que moi. Ouais, moi je suis pas ni patron ni comme ça. Et d'autre part,
Attendez, je vais dire pourquoi je disais ça. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu de dire, oui, les hommes ont autorisé le chéquier ou la signature du chéquier. Oui, mais ça, c'était avant. Hein, ça y est, c'est fait. C'est bon, tant mieux. Je suis bien content. Les femmes, le droit de vote, le machin, c'est super. On passe à autre chose. Et on passe surtout à ce que les femmes, aujourd'hui, aient les mêmes salaires que les hommes. Déjà, les couples s'en sortiront mieux. Et puis, vous savez quoi? Eh ben, écoutez, ça fera plus de dépenses, donc ça fera plus d'argent pour l'État. Et ben voilà. Merci, Christian, de nous avoir appelés. Mais regardez vraiment le numéro de Cash Investigation. Vous comprendrez, peut-être qu'on ne l'explique pas forcément très bien, mais il y a bien des hommes qui sont là et qui décident. Il y a deux témoignages qui sont extrêmement forts où une femme, où elle raconte ce que la grossesse a changé pour elle, comment on embauche les femmes, sur quels critères. On n'a pas du tout abordé la séquence avec Roselyne Bachelot, qui est qui est assez percutante, on va dire, Élise Lucet, parce qu'elle se met toute seule dans le piège. Elle tombe toute seule dans le piège. C'est-à-dire que la revalorisation du salaire des infirmières, c'est un sujet qui avait été porté par Nicolas Sarkozy. Et là, moi, j'avoue que encore une fois, les bras m'en sont tombés quand j'ai découvert de quelle manière on avait pu augmenter les infirmières, avec quel chantage ou quelle contrepartie hallucinante. Contrepartie. Ouais, contrepartie. En gros, si vous voulez, les infirmières, elles ont bac plus 3, ça c'est leur niveau d'études. Et donc, au moment justement où Nicolas Sarkozy était président de la République, on a voulu reconnaître leur diplôme et les faire passer en catégorie A. Évidemment, c'était une revalorisation salariale à la clé, moyennement importante, on va dire, mais déjà c'était un vrai effort salarial. Donc, évidemment, tout le monde a salué cette décision, parce que je pense que globalement, tout le monde, à droite comme à gauche, et surtout les citoyens, pensent que le salaire des infirmières doit être revalorisé. Le problème, c'est qu'en échange de ça, on leur a demandé d'abandonner la pénibilité de leur métier et donc, résultat, de travailler 50 plus. Donc au départ, c'était un choix. Elles avaient le choix de dire oui ou non, de rester en catégorie B ou de passer en catégorie A. Et là, maintenant, elles sont automatiquement en catégorie A. Donc ça veut dire qu'en gros, elles arrêtent de travailler à 62 ans au lieu de 57 ans. Elles ont quand même perdu 5 ans de retraite sur un métier qui, de fait, est réellement pénible. Ça, je pense que tout le monde le reconnaît. Bien sûr. Quand il s'agit de soulever des malades, de les aider à marcher, à aller dans une salle de bain, de faire des piqûres, de transporter des gens, c'est souvent très pénible. Et voilà, donc il y a eu à un moment effectivement une contrepartie qui leur a été demandée. Elles n'ont pas forcément tout compris à ce moment-là. Il y a certains syndicats, et la plupart même, des syndicats qui se sont vraiment élevés contre cette demande de contrepartie, mais la réalité, ça a été celle-là. Et effectivement, Roselyne Bachelot, on sent bien qu'elle aurait aimé à ce moment-là que cette augmentation des salaires des infirmières se passe sans contrepartie, sauf qu'on lui dit 330 000 infirmières, Bercy dit, vous êtes gentil, non, ça va pas être possible. Et donc, principe de réalité, ce contrat, entre guillemets, a été proposé aux infirmières, puis ensuite imposé aux infirmières. De fait, c'est un peu une augmentation de dupe. Un peu. Ouais. Bon, merci beaucoup. Oui, là, tout, je vous assure, vraiment, les 2 heures, je les ai regardées hier. Je ne me suis pas arrêtée une minute. Il y a à la fois de l'humour dans la manière de présenter les choses, mais c'est surtout un sujet grave et on se rend compte qu'il y a beaucoup à faire. On a un auditeur qui nous dit Cash Investigation avait fait un sujet sur les maisons, sur les EHPAD et Corian en particulier. Il serait peut-être temps de vous repencher sur la question. Merci beaucoup, Élise Lucet. Merci Zoé de Bussière. Et donc, c'est à regarder demain soir. Cash Investigation, égalité homme-femme. Balance ton salaire à ne pas manquer sur France 2. Merci à vous.